Dans les quartiers oubliés du nord de Paris, Nora Benali avance chaque matin avec la tête baissée et le cœur en alerte. Mère célibataire de 2 enfants, abandonnée par un mari qui a disparu sans un mot, elle survit plus qu'elle ne vit. Son quotidien est fait de réveils glacés, de repas improvisés et de trajets dans les rames bondées du métro. Agent d'entretien dans une grande entreprise, elle nettoie ce que d'autres salissent, invisible aux yeux de tous. Et pourtant, derrière ce silence, il y a une force tranquille. Une femme qui refuse de tomber. Un matin ordinaire, un homme la remarque. Raphaël Dormeuil, le nouveau directeur de l'entreprise. Un regard qui s'attarde, une question posée, puis une offre, un poste plus stable, mieux payé, plus digne. Ce qui semble être un miracle sème en réalité la première graine d'un bouleversement bien plus vaste. Car Nora ne sait pas encore que ce geste apparemment bienveillant va l'entraîner dans un labyrinthe de choix, de révélations, de combats. Et que de cette main tendue, naîtra non pas une dette, mais une révolte. C'est l'histoire d'une femme qu'on n'attendait pas. Et qui, pourtant, va tout changer. Le réveil n'avait pas encore sonné, mais Nora Benali était déjà debout. Comme chaque matin, elle se glissa hors du lit sans bruit. L'eau glacée du robinet lui mordit les poignets pendant qu'elle se lavait rapidement. Dans la chambre d'à côté, Emma et Sofiane, ses enfants, dormaient encore, blottis l'un contre l'autre pour se réchauffer sous une vieille couette. Nora les contempla un instant, le cœur serré. Elle ne voulait pas qu'ils voient la fatigue dans ses yeux. Elle noua son foulard, enfila sa veste élimée et sortit. Le froid de décembre lui traversa les os dès la première ruelle. À 5h15, elle descendait déjà dans les profondeurs du métro parisien, invisible au milieu d'une ville qui ne la regardait pas. Elle rejoignait son poste de femme de ménage dans les locaux de l'entreprise Clairvaux Propreté. Là, elle nettoyait des bureaux vitrés avec soin, rangeait les restes de café à moitié bus et vidait les corbeilles pleines de papier froissé. Elle ne parlait presque jamais. Elle travaillait, silencieusement, efficacement, sans plainte. Ce matin-là, pourtant, quelque chose changea. Un homme attendait dans le hall central. Costume impeccable, regard vif, sourire poli. Il n'était pas comme les autres cadres. Trop jeune, trop présent. C'était Raphaël Dormeuil, le nouveau directeur général de Clairvaux. Nora l'avait aperçu dans les journaux internes, mais jamais en vrai. Il s'approcha. « Vous êtes Madame Benali, n'est-ce pas ?» demanda-t-il, cordial. Elle hocha la tête, prudente. « Je vous observe depuis quelques semaines. Toujours ponctuelle, discrète, efficace. C'est rare. » Elle détourna légèrement les yeux. « Je fais juste mon travail. Justement, j'aimerais vous proposer autre chose. Un poste plus stable, moins d'heures physiques, mieux payé. Vous avez du potentiel, Madame Benali. Et je veux vous donner une chance. » Elle resta figée. Elle avait connu trop de promesses vides pour se réjouir trop vite. « Pourquoi moi ?» demanda-t-elle simplement. « Parce que vous le méritez. » Elle voulait dire non, ou au moins demander du temps. Mais une image traversa son esprit, celle d'Emma lui demandant s'il y aurait encore du lait demain matin. « J'accepte, souffla-t-elle. Le lendemain, elle monta pour la première fois au 4e étage, là où travaillaient ceux qui dirigeaient. Elle fut accueillie dans un bureau lumineux, moderne, presque irréel comparé aux pièces sans fenêtre où elle avait passé ces dernières années. Raphaël lui expliqua qu'il avait besoin d'un lien entre la direction et les équipes. Quelqu'un qui connaissait le terrain. Quelqu'un comme elle. Vous êtes vrai, vous avez souffert. Les gens comme vous inspirent la confiance. Et nous en avons besoin. Nora commença donc à superviser des plannings, former de nouvelles recrues, coordonner les horaires avec les chefs d'équipe. Elle prenait des notes, posait peu de questions, et apprenait vite. Mais rapidement, elle sentit les regards changer. Certains collègues l'évitaient, d'autres chuchotaient sur son passage. Madame Delorme, ancienne superviseuse évincée, la regardait avec un mépris ouvert. « Tu crois que tu vaux mieux que nous, maintenant ?» murmura-t-elle un jour dans l'ascenseur. Nora ne répondit pas. Elle avait appris à ne pas répondre. Mais le doute commença à s'infiltrer. Et puis, un soir, alors qu'elle rangeait des dossiers dans un bureau inoccupé, elle ouvrit une chemise sans étiquette. À l'intérieur, un ensemble de fiches, de graphiques, de rapports. Elle sursauta en voyant son propre nom en haut d'un document. Benali, Nora, dossier B47. Il y avait là des informations qu'elle n'avait jamais données. Ses heures exactes d'arrivée depuis plus d'1 an. Des observations sur ses interactions. Même une mention de l'école de ses enfants. Une phrase la figea. Profil stable, docile, potentiellement mobilisable pour pilotage social. Son cœur accéléra. Elle n'avait pas été repérée. Elle avait été étudiée, instrumentalisée. Elle reposa le dossier sans un mot, et sortit dans le froid de la nuit, le souffle court. Le vent semblait plus glacial que d'habitude. L'air, plus lourd. Pour la première fois depuis longtemps, Nora eut peur. Pas de perdre son emploi, mais de ce qu'elle était en train de devenir. Et de ce qu'on attendait vraiment d'elle. Depuis la découverte du dossier B47, Nora n'avait plus dormi correctement. Chaque page lue résonnait dans sa tête comme une alarme silencieuse.
Elle tentait de se convaincre qu'il s'agissait d'un simple rapport RH, une formalité. Mais une voix intérieure refusait de s'apaiser. Pourquoi y avait-il autant de détails personnels? Qui avait écrit ces phrases froides, cliniques, presque stratégiques? Et surtout, pourquoi elle? Elle, la femme invisible, discrète, interchangeable? Elle décida de continuer son travail sans rien laisser paraître. Le poste qu'on lui avait offert était réel. Le salaire avait changé, la charge aussi. Elle pouvait enfin payer ses factures à l'heure, acheter des fruits frais à ses enfants, rêver à une stabilité durable. Alors elle ravala ses doutes, ses soupçons, et fit bonne figure. Mais le malaise persistait. Raphaël Dormeuil la saluait toujours avec ce même sourire calme, un peu trop maîtrisé. Il lui confiait des responsabilités nouvelles, lui parlait de stratégie, de confiance, de croissance. Il vantait son intuition, sa capacité à comprendre les vrais gens. Mais désormais, chaque compliment sonnait faux. Comme un test, comme si quelqu'un notait ses réactions dans l'ombre. Un soir, alors qu'elle sortait tard du bureau, une femme l'attendait près de la grille de l'immeuble. Elle portait un manteau usé, un bonnet de laine. Son visage était marqué, son regard perçant. « Vous êtes Nora Benali ?» Nora hésita avant d'acquiescer. « Je m'appelle Sarah Toumi. J'ai travaillé ici. Avant vous. Avant, tout ça. » Elle parlait vite, la voix basse. Dormeuil m'a repéré aussi. Il m'a fait monter. Comme vous. J'étais flattée, reconnaissante, jusqu'au jour où j'ai compris. Ce n'était pas de la promotion. C'était du camouflage. On m'a utilisé pour couvrir des licenciements discrets, des réductions ciblées. J'étais la vitrine sociale d'un système qui broie les plus faibles pendant qu'il sourit aux caméras. Nora sentit sa gorge se serrer. Et ensuite, quand j'ai posé trop de questions, ils m'ont poussé dehors. Tout en douceur. Une restructuration. Une incompatibilité. Je suis partie sans rien. Mais j'ai gardé ça. Sarah tendit une enveloppe. Lisez. Et soyez prudente. Ce monde ne tolère pas qu'on refuse son rôle. Puis elle disparut dans la nuit. De retour chez elle, Nora ouvrit l'enveloppe. À l'intérieur, des copies d'emails internes, des plannings modifiés sans justification, des comptes rendus de réunions internes où il était question de désengagement social contrôlé, filtre humain acceptable, optimisation silencieuse. Le nom de Dormeuil apparaissait souvent. Toujours comme signataire, toujours comme stratège. La nausée la prit. Elle repensa aux collègues disparus sans explication. À Madame Delorme, remplacée avec froideur. Aux intérimaires qu'on n'avait jamais revus. Elle comprit que son ascension n'était pas un miracle. C'était une manipulation brillante. Elle était l'exemple parfait. Une mère seule, immigrée, travailleuse, obéissante. L'idéal pour masquer les injustices systémiques. Un pion de chair et de fatigue. Mais Nora n'était plus cette femme résignée. Le lendemain, elle prit un jour de congé. Elle s'installa à la bibliothèque municipale, plongea dans des textes de loi, des articles syndicaux, des rapports sur le harcèlement moral au travail, les dérives managériales. Plus elle lisait, plus elle comprenait. Clairvaux fonctionnait comme une machine huilée. Raphaël Dormeuil n'était pas juste un directeur. Il était un architecte du silence. Et Nora avait été son alibi. Elle pensa à fuir, à démissionner, à tout oublier. Mais une autre pensée s'imposa, et les autres? Celles qu'on a brisées avant moi? Celles qui viendront après? Alors elle prit une décision. Elle créa une adresse email cryptée. Contacta Sarah, puis d'autres anciennes collègues. Elle lança un appel discret à témoignages sur un forum privé d'agents de nettoyage. Les réponses ne tardèrent pas. En 2 jours, elle reçut 7 messages. Tous racontaient la même chose. Des pressions, des placards, des départs déguisés. Tous venaient de profils similaires. Femmes seules, mères, discrètes. Nora les écouta, classa les récits, croisa les informations. Elle était en train de construire un dossier, cette fois à son tour. Et elle sut que ce qu'elle préparait dépassait sa propre histoire. Ce n'était plus une question de survie. C'était une question de justice. Dans un petit local prêté par une association citoyenne, au fond d'une ruelle du 20e arrondissement, Nora Benali s'assit face à un homme au regard franc, vêtu simplement. Il s'appelait Julien Armand, juriste bénévole au sein du collectif pour l'éthique au travail. Devant lui, un dossier bien épais, avec pour titre manuscrit « Clairvaux, structure interne et gestion RH douteuse ». Vous avez bien travaillé, Madame Benali, dit-il doucement. Mais ce que vous avancez, il faudra le prouver devant des gens qui ne veulent pas l'entendre. Dormeuil est influent, protégé. Nora acquiesça. Elle avait passé des semaines à recueillir des témoignages, compiler des échanges, relier les dates et les faits. Elle connaissait la puissance du silence, mais elle venait de découvrir sa vraie force, l'écho, quand il est partagé par d'autres. Je suis prête à aller jusqu'au bout, répondit-elle. Julien lui proposa une stratégie, continuer à rassembler des preuves, renforcer les témoignages, mais rester prudente. En surface, elle devait garder son poste, sa façade. Ne surtout pas éveiller les soupçons. Mais elle ne savait pas que Raphaël Dormeuil les avait déjà. Depuis quelques jours, il se montrait moins chaleureux. Plus distant. Il posait des questions sur les retards de certains agents,
demandait pourquoi Nora passait autant de temps dans les archives ou sur le terrain. Elle feignait la normalité, gardant ses réponses floues, professionnelles. Pourtant, la tension montait. Un soir, alors qu'elle quittait son bureau, un mot griffonné fut glissé sous son sac à main. Tu creuses trop. Fais attention à ce que tu cherches. Elle le froissa sans un mot. Elle ne reculerait plus. Elle lança discrètement ce qu'elle appela le réseau du silence. Un groupe informel d'anciens employés, d'actuels agents, de stagiaires oubliés. Des gens que le système avait broyés en douceur. Ensemble, ils commencèrent à échanger, documents, anecdotes, enregistrements. Ils se retrouvaient le soir dans des cafés discrets, ou échangeaient via une messagerie chiffrée. Parmi eux, un jeune homme nommé Malik se révéla essentiel. Je travaillais à Clairvaux-Marseille, dit-il. Il y avait ce système bizarre. On nous évaluait sur une grille numérique. Personne ne savait d'où sortaient les scores. Mais ceux qui tombaient en dessous d'un certain seuil disparaissaient, sans avertissement. Il avait gardé des captures d'écran, des relevés d'évaluation, et surtout, un enregistrement audio d'un supérieur disant que « les ordres viennent d'en haut, c'est confidentiel ». Nora transféra tout à Julien. « C'est ce qu'il nous manquait », lui répondit-il. « On peut saisir l'inspection du travail. » Mais les choses allaient vite. Trop vite. Une nuit, elle rentra chez elle et trouva sa boîte aux lettres éventrée. Rien n'avait été volé, mais sur le miroir de l'entrée, un mot était écrit au rouge à lèvres. « Tu vas trop loin ». Emma, sa fille, vit le mot avant elle. Nora se força à sourire. Ce sont juste des lâches. Ils essaient de me faire peur. Mais moi, j'ai connu pire que leurs messages anonymes. Mais au fond, elle savait, elle était désormais dans la lumière. Cible visible. Elle prit alors une décision radicale. Le lendemain matin, elle convoqua une réunion avec Raphaël Dormeuil dans son bureau. « Je démissionne, dit-elle en le regardant dans les yeux. Je pars maintenant, mais ne vous réjouissez pas. Je ne pars pas en silence. » Il haussa un sourcil, surpris. « Vous êtes en train de commettre une erreur, Nora. » « Non, l'erreur, c'est vous qui l'avez commise. Vous m'avez sous-estimé. » Et elle sortit, tête haute, sans se retourner. Dès la semaine suivante, elle organisa une conférence anonyme avec les membres de son réseau, des représentants d'associations, et même quelques journalistes indépendants. Ils racontèrent leurs expériences, confrontèrent leurs preuves. Puis, Nora accepta une invitation sur une plateforme en ligne de journalisme citoyen. Elle parla sans filtre, sans détour. Raconta tout, posément, avec calme, sans chercher la vengeance. Son visage devint viral. Son récit fit trembler Clairvaux. Mais ce n'était encore que le début. Ce matin-là, l'air de Paris semblait différent. Nora Ben-Ali s'était réveillée sans l'alarme. Pas parce qu'elle n'était pas attendue quelque part, mais parce qu'aujourd'hui, c'était le monde qui attendait d'elle. Son interview, enregistrée 2 jours plus tôt sur la chaîne indépendante Voix Libre, avait été diffusée la veille au soir. Et en moins de 12 heures, tout avait changé. Assise dans sa cuisine, un café entre les mains, Nora regardait les chiffres défiler sur son téléphone. Des milliers de vues, des centaines de commentaires, des messages de soutien, des appels à témoignages, des demandes de contact. Le silence qu'elle avait brisé avait réveillé un pays endormi sur ses propres injustices. Elle n'avait pas prononcé le nom de Raphaël Dormeuil à l'antenne. Elle avait simplement parlé de « l'élite managériale qui se nourrit de la précarité des femmes invisibles ». Mais tout le monde avait compris. Et parmi ceux qui comprenaient, certains s'agitaient déjà. Quelques heures après la diffusion, l'inspection du travail contactait l'association éthique au travail. Une enquête préliminaire venait d'être ouverte. Nora fut conviée à livrer son dossier complet. Julien Armand, son allié juridique, s'occupa de tout, classement, vérification, confidentialité. Il lui dit en la regardant droit dans les yeux. Ce que tu viens de déclencher ne peut plus être arrêté. Pendant ce temps, la direction de Clairvaux tentait de gérer l'incendie. Une communication officielle fut diffusée. Clairvaux Propreté se dit profondément attaché au respect des droits des salariés. Nous prenons ces accusations très au sérieux et coopérerons pleinement avec les autorités. Mais dans les couloirs de l'entreprise, c'était la panique. Plusieurs employés prirent contact avec Nora pour lui apporter, à leur tour, des preuves, courriels, fichiers RH, enregistrements de réunions. Nora n'avait plus à chercher les voix. Elles venaient à elle, mais avec la lumière venait aussi l'ombre. Une nuit, alors qu'elle quittait les locaux partagés d'Espoir Lié, son association fraîchement lancée, elle trouva la porte forcée. Rien n'avait été volé, mais tout avait été fouillé. Son bureau retourné, son ordinateur fracturé, et sur la vitre, un mot écrit au feutre noir, « Rentre dans ta cage ». Elle ne porta pas plainte. Elle posta la photo du message sur ses réseaux avec un texte simple. « Je ne suis pas un animal. Je suis une mère, une citoyenne, et je ne rentrerai plus jamais dans une cage. » Le message fit le tour de la toile. Les médias s'en emparèrent. D'abord les petits, puis les grands. En quelques jours, Nora fut invitée sur une matinale télé. Cette fois, elle parla à visage découvert. Elle raconta sans haine, mais avec fermeté. Le présentateur, visiblement ému,
conclut Madame Ben Ali, vous êtes en train de faire trembler une institution avec votre calme. Vous en êtes consciente? Je ne veux pas faire trembler quoi que ce soit, répondit-elle. Je veux juste que les femmes puissent travailler sans qu'on les écrase. À l'issue de l'émission, le téléphone du ministère du Travail sonna. Quelques jours plus tard, Nora recevait un courrier officiel. Le ministère souhaite vous rencontrer pour envisager la création d'un groupe de réflexion sur l'emploi et la dignité des femmes en situation précaire. Votre expérience est jugée essentielle. Elle resta figée en lisant ces mots. Le ministère, elle, l'ex-agent de nettoyage, invitée à réfléchir à une politique nationale. Elle pensa à ses débuts, au regard de Dormeuil, aux sacs de courses payés à crédit, aux nuits sans chauffage. Elle pensa aussi à Emma et Sofiane, qui, ce soir-là, lui dirent « Tu fais tout ça pour nous, maman ?» Elle sourit. « Je fais ça pour qu'aucune maman n'ait plus jamais à choisir entre se taire ou tout perdre. » Pendant ce temps, Raphaël Dormeuil était convoqué par les autorités. Il tenta de se défendre, de nier, d'accuser Nora de manipulation, de campagne orchestrée. Mais un enregistrement fuita. Une réunion interne où on l'entendait clairement dire « Certains profils, on les garde juste pour la vitrine. » Il rassure les syndicats. Mais en vrai, on fait le ménage en douceur. Ce fut la fin de sa carrière. Clairvaux fut placé sous enquête prolongée. Plusieurs cadres furent remplacés. Un audit national fut lancé dans les entreprises de sous-traitance. Et au cœur de ce bouleversement, il y avait Nora, debout, calme, solide. Elle n'était plus un pion. Elle était devenue le levier. 2 ans après avoir claqué la porte de Clairvaux, Nora Ben Ali assista, debout, droite, au milieu d'une foule émue, à l'inauguration du centre Espoir lié dans le quartier de Belleville. Une plaque en cuivre brillante était apposée à l'entrée. Maison Nora Ben Ali, pour les femmes qui refusent de se taire. Autour d'elle, des femmes de tout âge, certaines voilées, d'autres non, quelques-unes avec leurs enfants dans les bras. Toutes portaient la même lueur dans les yeux, celle de l'espoir revenu. Ce centre, elle l'avait rêvé bien avant qu'on prononce son nom à la télévision. Bien avant les hommages, bien avant les micros tendus. Elle l'avait imaginé dans le silence d'un métro trop froid, dans les pleurs étouffés d'un soir de coupure d'électricité. Il était né du vide. Et aujourd'hui, il vivait. À ses côtés, Emma et Sofiane, désormais adolescents, distribuaient des brochures. Emma portait un badge « bénévole », soutien juridique. Sofiane animait un atelier de parole pour jeunes lycéens. Ils avaient grandi avec l'histoire de leur mère, mais plus encore, avec sa force. « Tu as changé nos vies, maman », dit Emma à voix basse. « Je n'ai rien changé, j'ai juste refusé de laisser les choses comme elles étaient, » répondit Nora. Son association, Espoir Lié, s'était étendue. Présente désormais dans cette ville, elle accompagnait plus de 300 femmes par an. Elle offrait des formations, des conseils juridiques, un soutien psychologique, mais surtout, une écoute. C'était cela que Nora avait compris très tôt. Que la parole, quand elle est crue, peut réparer ce que même l'argent ne guérit pas. Elle avait aussi lancé, avec Julien Armand, une école citoyenne pour former des médiateurs sociaux, des conseillers de terrain, des réparateurs d'injustice, comme elle les appelait. L'école s'appelait simplement l'atelier du courage. Là-bas, on apprenait le droit, la communication, et surtout l'humilité. Car Nora refusait que son combat se transforme en mythe déconnecté. « Je ne suis pas une héroïne », répétait-elle souvent. « Je suis le résultat de celles qui m'ont tendu la main quand j'étais au bord. » Un jour, elle fut contactée par un lycée professionnel. Une professeure souhaitait qu'elle vienne parler à ses élèves. Nora hésita, puis accepta. Ce jour-là, face à une salle pleine de jeunes filles silencieuses, elle raconta son parcours, sans artifice, sans honte. À la fin, une main timide se leva. « Madame Ben Ali, est-ce que vous avez eu peur ?» Elle sourit. « Tous les jours. Mais j'ai appris à marcher avec la peur. Elle ne doit pas conduire. Elle s'assoit à l'arrière. Et vous, vous conduisez. » Son récit fit le tour des établissements scolaires. Elle fut invitée dans plusieurs universités. Le ministère, impressionné par l'impact de son association, l'intégra à un conseil national consultatif sur l'égalité au travail. On lui proposa même de prendre la tête d'une mission nationale. Elle refusa poliment. « Ma place est sur le terrain. C'est là que je suis utile. » Pendant ce temps, Raphaël Dormeuil avait disparu du paysage. Mis en cause dans plusieurs procédures, il avait quitté la France. Aucune condamnation ferme, mais une réputation ruinée, un nom devenu synonyme de gestion cynique. Nora ne parlait jamais de lui. Pas par peur, mais par choix. Son nom n'a plus de pouvoir ici, disait-elle. Il n'est pas le centre de mon histoire. Et elle avait raison. Son histoire, c'était celle d'une transformation née d'un geste d'injustice. Une douleur retournée en force. Un silence converti en arme. Elle n'avait pas cherché la lumière. Mais elle avait refusé l'ombre. Un soir, alors qu'elle classait de vieux dossiers, elle retrouva une note écrite au crayon, froissée, datée d'il y a 3 ans. Ils nous ont appris à obéir. Mais ils ne nous ont jamais appris à nous relever. Elle sourit, les yeux brillants.
Oui, elle s'était relevée. Et à présent, elle tendait la main à d'autres. Non pas pour qu'on l'applaudisse, mais pour qu'un jour, on ne dise plus jamais qu'une femme comme elle était exceptionnelle.